Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive. Cette semaine, on va parler des matchs de la finale d'association dans la NFL, que ce soit du côté de l'américaine ou de la nationale, ça s'est joué cette fin de semaine. Par contre, on va attendre une semaine avant de faire nos prédictions pour le Super Bowl. On va attendre à la semaine prochaine. Puis même, moi, j'ai pensé que ça serait peut-être une bonne idée de demander à d'autres personnes aussi de faire leurs petites prédictions rapidement en tant que tel. Ça, on va parler du hockey, on a quelques nouvelles, on va parler du tennis aussi, du basketball, des Jeux olympiques, on va faire un petit tour là-dessus tranquillement. La semaine prochaine, je veux absolument qu'on fasse une espèce de dossier sur les JO parce que ça commence début février. Là, on est déjà fin janvier, donc ça commence vraiment bientôt pour voir ce serait quoi les plus grands prospects niveau médaille pour le Canada, puis tout ça. Puis sinon, on va parler un peu de F1, il y a quelques nouvelles aussi. Puis pour PO, depuis qu'on va parler de la classique hivernale qui a été annoncée, même si ça fait quelques semaines qu'elle est annoncée, on n'a juste pas parlé. J'ai pensé faire un petit quiz sur les matchs extérieurs. Là, je sais que tu n'es pas très hype sur le fait que tu vas avoir une bonne performance. Mais On va en tout voir. cas, on va voir. Mais on va commencer tout d'abord avec la NFL, avec les finales de l'association. On rappelle la finale de l'américaine qui avait lieu, puis la finale de la nationale, les deux avaient lieu hier soir, dimanche, au moment où on enregistre, parce qu'on est lundi. Les Broncos qui affrontaient les Patriots à Denver et les Seahawks qui affrontaient les Rams à Seattle. Tout d'abord, on va commencer avec le match Patriots-Broncos. On rappelle que les Broncos devaient faire sans Bo Nix, qui a eu une fracture à la cheville, donc lui, il est out pour le reste de l'année. Donc, c'était Jarrett Stidham, donc en arrière secondaire, qui commençait le match pour les Broncos. On se souvient, son dernier départ, c'était en 2024. Il a une victoire en carrière en 4 départs. Puis, c'est pas qu'il a mal fait tant que ça. T'sais, j'ai déjà vu pire niveau performance de carrière. Tous très forts en passant à CJ Stroud. Et sauf, justement, dès le début du match, il a fait une super belle passe. C'était une course. Genre, ils ont gagné au moins 50 verges. Les Broncos ont fait un toucher pas longtemps après. Le seul problème, c'est que ce toucher-là s'est avéré être les seuls points des Broncos dans tout le match. Et c'est arrivé au premier quart. Voilà. Et puis aussi, le truc avec Jarrett Stidham, c'est que lorsqu'on commençait à mettre de la pression dessus, sur lui, puis on sait que les Patriots, c'est une équipe avec une très bonne défensive, il perdait ses moyens, Ouais. il faisait un peu n'importe quoi. Puis justement, c'est une espèce. Quand il y avait le ballon, il était proche de la zone de but des Broncos. On était en début de séquence offensive du côté de Denver. Il y a eu une espèce de petite crampe au cerveau. Il a essayé de garder le ballon. Ça a été compté comme une échappée qui a été récupérée par les Patriots. Donc, les Patriots qui ont pu récupérer le ballon après zone début. Drake May est allé marquer la course qui a permis d'égaliser le match. Puis après, Drake May, sur une autre belle course, a permis à son équipe d'aller chercher un botté de placement pour donner une avance de 3. Et croyez-le ou non, mais ça a été les derniers points du match qui ont été marqués au troisième quart. Donc, les Patriots qui l'ont emporté 10-7, un match vraiment pas Mais offensif, un match après très défensif. ça, la neige est venue se gâter, puis c'est ça qui a pas Ouais, aidé à marquer des points. ouais aussi. Il y a eu plusieurs jeux où que juste le monde glissait, tombait, on voyait pas les lignes, tout ça. Il y avait beaucoup de vent aussi, donc ça a été plus compliqué. Puis pour vrai, je trouve que les équipes auraient pu prendre plus de bottées. Des fois, ils essayaient trop Ouais. d'aller en quatrième essai, puis dans un match qui est terminé 10-7, un botté, c'est ça qui aurait tout fait la Mm. différence. Tu aurais dû prendre les points que tu avais devant toi. Surtout avec la snowstorm que tu savais que ça s'en venait. Tu le voyais sûrement dans tes radars, tout ça. Donc tu devais prendre les points que tu aurais pu avoir, puis tu aurais peut-être pu gagner 13-10. Mais les Patriots l'ont remporté. Puis je voudrais donner quelques statistiques intéressantes sur la séquence en série des Patriots. C'est la première fois qu'une équipe affronte trois défensives top 5 pour se rendre au Super Bowl. Ils ont affronté la 1, la 2 et la 5. Et aussi, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points pour se rendre à un Super Bowl avec seulement 54 points. Donc, c'est un peu les deux sont en lien. C'est sûr que quand tu affrontes des bonnes défensives, tu vas faire moins de points, mais c'est soit tu peux dire c'est incroyable parce qu'ils ont bâti des bonnes défenses, soit tu peux dire c'est frauduleux parce qu'ils n'ont pas beaucoup marqué de points, mais ils sont en finale, puis c'est juste ça qui compte pour les Patriots. Effectivement. Puis justement, quand tu parles des bottées ratées, je pense notamment à lui, puisque les Broncos étaient en 4-1. Donc, il aurait pu prendre le botté, il était vraiment proche. Ils ont décidé d'y aller pareil. Puis finalement, ça a été une passe incomplète. Donc, pas de points sur cette séquence-là. Puis aussi, les botteurs n'ont pas une grosse game. Là. Le botteur des Broncos qui a raté ses deux bottées de placement pour 3 points. Lui, des Mais Patriots qui en a réussi 1 sur 3. c'est peut-être Fait pour que ça c'est aussi comme. qu'ils sont pas allés plus souvent. Peut-être ils se sont dit il y a trop des Ouais, mauvaises ouais. conditions, on va essayer Mais tu de. sais, comme autant le premier que lui des Patriots a raté, il était comme c'était un au-dessus de 60 verges, là, je peux Ouais, c'est comprendre sûr qu'il que ait ouais. raté, c'était rough. Mais ouais, non, lui des Broncos, c'était un petit peu plus compliqué. Là. Il y a eu la tempête de neige qui est arrivée à un moment donné. Mais ouais, c'est ça. Donc les Patriots qui l'ont emporté, qui vont à leur premier Super Bowl depuis 2019, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, surtout quand tu comptes des équipes qui sont jamais allées ou genre les Jets, ça, mais voilà.
En tout cas. Puis sinon, du côté du final de la nationale, on a actually eu vraiment un bon match. Là, un match avec beaucoup de points. Les Seahawks ont finalement emporté 31-27 contre les Rams. Donc, peu importe, les deux équipes auraient mérité de gagner, je pense, ce match-là. Les Seahawks se sont avérés plus forts. Puis une statistique qui est quand même incroyable, c'est qu'on se rappelle que Sam Darnold était repêché 3e au total dans le repêchage de 2018. Une QV au niveau des carrières qui comptait notamment Baker Mayfield, Lamar Jackson, Josh Allen. Je pitch ça comme ça. Puis le premier à aller au Super Bowl, c'est Sam Darnold. C'est pas ni Allen, ni Mayfield, Puis ni après, Josh Rosen. après la saison dernière, on s'aurait vraiment pas dit ça. Ouais, Là. non. Clairement Puis pas. là, j'arrête pas de voir des memes sur les réseaux sociaux de fans des Vikings qui sont en train de pleurer en voyant Darnold au Super Bowl, puis eux qui disent qu'ils sont pris avec Nine pendant les 10 prochaines années. Là. Avec DJ McCarthy. Bon, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Mais ça a été vraiment un bon match, autant du côté des Seahawks que du côté des Rams. L'attaque a bien fonctionné. Les Seahawks sont allés chercher des gros jeux. Leur première séquence offensive était forte. Les Rams, qui ont un peu joué du football en rattrapage pendant un peu tout le match, ont pris l'avance un court temps, mais les Seahawks sont repris avant la fin de la première demi. Donc, plus tard, en tant que tel, ils ont été capables de tenir. C'est juste qu'à la fin, comme il restait comme 10 secondes, il fallait absolument qu'ils. Ben, ils étaient loin, les Rams. Ils ont comme fait une passe. Stafford a fait une passe à Puka Nacua qui a été attrapé. Sauf que depuis qu'il est sorti du terrain, le plaqué il est sorti du terrain. Non. Le plaqué a été fait lorsqu'il était encore sur le terrain. Fait que le jeu a continué, puis c'est comme ça, parce que d'habitude, s'il sort du terrain, le cadran s'est arrêté. Donc, il aurait resté du temps à Matthew Stafford de tenter un Hail Mary. Vraiment très beau jeu défensif, là, parce que j'ai l'impression de la façon que Stafford jouait, comment le match se déroulait, j'ai l'impression que, je sais pas, j'avais le feeling qu'un Hail Mary aurait pu fonctionner. Puis sinon, un dernier commentaire sur Sam Darnold, c'est, j'ai l'impression que les Seahawks, comment l'équipe est construite, c'est parfait pour lui. Il a juste besoin d'être bon. Il n'a pas besoin d'être un sauveur ou d'un world beater, juste de bien faire. Puis il a assez une bonne équipe, des bons running backs, des bons receveurs, il y a une bonne défense. Donc juste s'il est bon, il va être capable de faire la job. Puis je trouve que c'est un fit parfait. Ça va être un gars qui va être quand même constant, qui est capable de faire des bons jeux. Mais si c'est lui que tu veux, si tu voulais un Josh Allen ou un Lamar Jackson, c'est pas ça que tu vas avoir. Mais juste qu'il y a une bonne équipe autour de lui. Puis je pense que ça fit parfaitement. Et pour le Super Bowl, j'ai hâte de voir. Ça va être un rematch de 2015. Donc, comme tu as dit, la semaine prochaine, on va faire nos previews et tout pour le Super Bowl, vu qu'il y a une semaine entre les deux. Mais j'ai vraiment hâte à ce match-là. Ça va être bon à regarder. Effectivement, donc le Super Bowl qui est du côté du Levi Stadium, domicile des 49ers. Donc, pour la semaine prochaine, la semaine qu'il n'y a pas de match, ça va être le Pro Bowl notamment. Puis aussi, il va y avoir la remise des trophées entre-temps. On va voir qui va gagner le trophée MVP entre Matthew Stafford et Drake May. Là, ça va jouer entre ces deux-là. Honnêtement, là, si ça c'était pas juste tout le temps remis à des corps arrière, on le sait, c'est tout le temps ça. Si MC a vraiment un bon argument pour l'avoir, tous les joueurs des 49ers étaient tout le temps blessés, puis lui, il l'était jamais. Puis il a vraiment connu une excellente saison. C'était un running back, puis il était comme top 5 pour les réceptions par la passe. Donc vraiment, sans lui, cette équipe-là n'aurait pas été où qu'elle était. Mais on le sait, si Saquon ne l'a pas gagné l'année passée, un corps arrière, ça va toujours être un corps arrière. Saquon, il pouvait rien faire de plus. Il a quasiment battu des records. S'il avait pas sit la dernière game parce que ça servait à rien de la jouer, il allait battre des records. Puis il a quand même pas été MVP, donc ça va être un corps arrière. Donc ça joue entre Drake May et Matthew Stafford. Ce qu'on rappelle, les finalistes, c'est Drake May, Matthew Stafford, Trevor Lawrence, Josh Allen, Christian McCaffrey. Ouais. Et je pense que c'est tout. Là. Il n'y en avait pas d'autres. Baker Mayfield, non? Non. Après 6 games, oui. Toutes les autres, non. Non. Donc, pour ce qui est des autres nouvelles du football, on sait maintenant qui est le nouvel entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, c'est Mike McCarthy. Et à voir la réaction des fans des Steelers, on n'est pas très satisfait. Ben, si je me trompe pas, c'était le coach des Cowboys ou le... Ouais, en tout cas, il est avec Dallas. Puis le truc, c'est qu'il disait, OK, ouais, mais il va être pareil que Mike Tomlin. Genre, il va pas... en tout cas, ils s'attendent à ce que l'équipe soit 9-8 ou 8-9. Ils s'attendent pas à ce qu'il y ait une grosse progression. Truc que je trouve qu'il va amener, c'est que lui, c'est un coach surtout axé sur l'attaque. Donc, ça pourrait être quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Steelers être vraiment purement offensifs. Ça fait quelques années que c'était surtout la défensive, puis tout ça. Et on sait que ce coach-là a aussi déjà coaché avec Aaron Rodgers. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il revient, mais en même temps, ça a l'air qu'il y a eu des conflits, les deux à la fin, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça veut dire qu'il va revenir, est-ce que non?
J'ai hâte de voir parce que il y a plus tant de carrières disponibles. Genre, tu prends pas Aaron Rodgers, tu prends qui? Un backup, genre un Ouais. Mac Jones? Je sais pas Ben, c'est trop. vrai, il y aurait Mac Jones, C'est ça, il y a euh, pas grand choix, là. il y aurait un Davis Mills aussi, Hey, avec les... Ben, tu sais, genre, il a été genre, 3-0 dans ses départs avec les oui, oui, Texans. mais tu me fais pas, je suis pas comme, tu me fais pas, non, non, tu Ben, me Joe vends pas du Flacco. rêve, comme on dit, là. Joe Flacco, non? Rendu là, je vais garder Aaron Rodgers, là, quasiment, là. Joe Flacco a dit, moi j'aimerais bien jouer avec les Steelers pour compléter pour compléter la collection des équipes de la FC Nord, parce qu'il a joué avec Cincinnati, Baltimore puis Cleveland. Donc il manquerait juste Pittsburgh. Mais ouais, en tout cas. Donc c'est pas mal tout au niveau des nouvelles de football. On rappelle bien sûr maintenant Mike McDaniel, c'est officiel. Il est coordonnateur offensif avec les Chargers de Los Angeles. Et aussi, je tiens à offrir toutes mes sympathies aux fans des Eagles qui ont embauché Jonathan Gannon comme coordonnateur défensif. Comme les fans des Cardinals à la fin de la saison, bon débat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on peut passer aux nouvelles du hockey. Tout d'abord, les Canadiens qui n'ont pas eu une grosse semaine. PO, si tu peux nous en parler rapidement. Ben, les Canadiens ont joué 2 matchs, puis ils ont perdu les deux. Donc, ça s'est Ah. pas très bien déroulé. Vu qu'ils ont, c'est pas qu'ils ont eu une petite semaine en quantité de matchs, c'est juste que la semaine dernière, on a tourné le mercredi, puis là, on est le Hmm. lundi. Donc, ils ont joué 2 matchs, un contre Buffalo et un contre Boston, donc deux rivaux de la même division, je reprends ma Atlantique. faute, de l'Atlantique. Et ils ont perdu les 2 matchs, donc ça fait très mal. Boston se rapproche à 1 point des Canadiens et Buffalo les ont dépassés au classement. Donc ils sont maintenant dans les équipes repêchées. Puis juste pour vous dire, je sais pas si c'est encore à jour, mais il y a quelques jours, quand j'ai vu la statistique, depuis le 30 décembre, dans les 10 meilleures équipes depuis le 30 décembre, il y en avait 6 que c'était de l'Atlantique. Juste pour vous dire à quel point l'Atlantique est forte en ce moment. Donc tout le monde fait juste gagner. Donc les Canadiens ont seulement genre 4 défaites dans leurs genre 12 derniers matchs à peu près. Puis ils sont quand même en train de descendre au classement. C'est fou de se dire ça. Contre Buffalo, le match avait très mal commencé. On a accordé 3 buts. Les Canadiens ne jouaient pas très bien. Mais après ça, on a complètement dominé le reste de la partie. Mais on n'a pas réussi à créer l'égalité. On a monté à 3-2. Ensuite de ça, on avait enlevé le gardien de but. Et là, les Nelson a pris un tir frappé sur réception. Son bâton s'est cassé. Puis le Buffalo sont allés marquer dans le filet désert pour remporter ce match-là. Et ensuite de ça, contre Boston, on avait très bien joué le match. Je trouvais qu'on était vraiment meilleur que Boston. On jouait très très bien. Cole Caulfield a fait un tour de chapeau. On menait 3-2, il restait 6 minutes au match. On se fait marquer un but, ça fait 3-3. Là, il y a une annonce publicitaire. Là, moi, je suis en train d'écouter le match avec justement Jérémy, que vous avez déjà vu sur notre podcast. Puis je dis, hey, je reviens, je vais me faire du popcorn pour la bonne fête match. C'est 3-3, il reste 5 minutes, peut-être une outil. Je me fais mon popcorn, c'est genre 2 minutes un popcorn. Je reviens, j'ai manqué quoi, à 20 secondes de la game. On s'était déjà fait remarquer, c'était déjà 4-3. Boston a marqué 2 buts en 12 secondes, puis ils ont pris le match là-dessus. Puis qu'est-ce qui fait mal, c'est que Montembeau connaissait quand même un bon match. Il n'y avait pas beaucoup de tirs, mais c'était des bonnes chances de marquer. Je pense dans ses 11 premiers tirs, c'était 8 tirs de l'enclave. Donc c'était des bonnes chances de marquer tout ça. Mais le troisième but, faut le dire, il aurait dû l'arrêter. Donc là, sur les réseaux sociaux, il s'est fait insulter. Tout le monde disait que c'était de sa faute. Mais quand on regarde le match, moi je trouve que non. Mais là, quand tu checkes les statistiques, quand tu checkes ce but-là, c'est sûr que ça paraît mal. Donc je suis un peu triste pour lui parce que je trouvais quand même qu'il avait vraiment un bon match. Puis depuis son retour de Laval, il joue très très bien. Mais là, ça fait 2 défaites pour les Canadiens. Donc il a absolument besoin de gagner ses prochains matchs. Mais les prochains matchs qu'il joue, c'est contre Golden Knights et Colorado. Donc ça va être compliqué. Golden Knights, ils ont perdu dans le match 7-1, donc ça se peut qu'on les batte. Et Colorado, c'est la pire passe qu'ils ont de la saison en ce moment, mais ça reste Colorado pareil. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais il faut absolument gagner ces matchs-là. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont rendus équipe repêchée à 1 point de Boston. Donc ça peut descendre rapidement avec les équipes qui n'arrêtent pas de gagner de leur côté, là. Puis si je ne me trompe pas, ils sont pas supposés revenir avec leur chandail des Nordiques pour le match Ouais, là-bas? c'est Colorado. En fait, ça va être Québec, Montréal, à Montréal. Donc, ça va être un match. Espérons que ça fasse pas comme le dernier où que ça a fini 7-2 Colorado. Ce serait le fun pour les Ah, Canadiens. puis fun fact sur Colorado, Brock Nelson, j'ai vu une statistique, dans ses 25 derniers matchs, quelque chose comme ça, il y a 21 buts. Donc, Ben, il fait des points à mon pouls, fait qu'écoute pas. ben, il est rendu à 27 buts. Donc, lui, actually, il mérite sa place sur Team USA, pas comme JT Miller, mais ça, bon, c'est une autre discussion à avoir. Ça se fait. En tout cas, sinon, au niveau des signatures puis des échanges,
il n'y a rien eu de significatif. Là. Sincèrement, c'est des joueurs de Ligue américaine ou de ultra profondeur. Fait que, on n'a pas sorti des gros échanges, des grosses signatures. En même temps, on a tourné il y a moins d'une semaine, mais en tout cas. Mais il y a juste une rumeur avec Ouais. Carson Soucy, que ça aurait l'air qu'il s'en irait avec les Islanders, mais au moment où on tourne, on n'a aucune confirmation, tout ça, mais sinon, il y avait vraiment rien. Également, c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines, parce qu'on a juste oublié d'en parler, c'est qu'on connaît les deux équipes qui vont s'affronter lors de la classique hivernale de l'année prochaine. Ça va être le Mammouth qui va recevoir l'Avalanche Colorado. Donc, première classique hivernale pour l'Avalanche, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont déjà participé à des matchs extérieurs autres que la classique hivernale. Puis le Mammouth, ben logiquement, pas un match extérieur aussi, c'est comme leur deuxième saison. Ils n'ont pas eu trop de chance, donc ça va être du côté d'Utah, ça va être avec les montagnes en arrière. Il va faire plus froid que Floride ou Rangers. C'est ça, c'est déjà mieux qu'une place comme la Floride. C'est au moins une place qui fait froid, que c'est au moins un hiver. Là. En tout cas, il va faire plus froid. Ouais, c'est déjà mieux que la Floride. Plus froid. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Sinon, au niveau de la nouvelle, au niveau du hockey, on va sortir un peu de la LNH, mais c'est lié pareil. Le club école des Islanders de New York, qui sont les Islanders de Bridgeport. Bridgeport, c'est une ville dans le Connecticut, je crois, aux États-Unis. Sur la côte est, parce que tantôt j'ai vu l'Arena, c'est marqué Connecticut à côté. Puis en gros, il serait en train de déménager. En tout cas, il y aurait une procédure de déménagement qui impliquerait les Islanders de Bridgeport, qui s'en irait du côté d'Hamilton en Ontario. On se rappelle, les Hamilton en Ontario ont déjà eu pendant très longtemps le club école des Canadiens, les Bulldogs Hamilton, on s'en souvient. Notamment, ils avaient gagné la Coupe Calder en 2007 avec un certain Carey Price comme gardien de but partant. Puis sinon, après, quand les Bulldogs avaient déménagé à Saint John pour devenir les Ice Caps, parce que quand les Canadiens ont pris ce club école-là, mais les Bulldogs Hamilton existent encore, mais c'était maintenant dans la Ligue de l'Ontario, donc c'était junior. Mais à cause des grosses rénovations dans l'aréna Hamilton, ils ont déménagé à Brantford, puis le déménagement est devenu permanent. Donc, techniquement, Hamilton n'ont plus d'équipe de hockey. Donc là, ils récupéraient une équipe de la Ligue américaine, ce serait quand même gros. Mais maintenant, ce serait à voir s'ils garderaient une affiliation avec une équipe avec les Islanders ou si ça changerait. Parce qu'il n'y a aucune équipe américaine qui a une équipe au Canada. Il y a quelques équipes canadiennes qui en ont aux États-Unis, mais l'inverse n'existe pas. Donc j'ai hâte de voir. Je sais pas géographiquement c'est à combien de temps les deux trucs, si c'est proche et tout, mais c'est vrai que ça ferait étrange, surtout que Hamilton c'est quand même très proche de Toronto. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il ferait, est-ce qu'il y aurait des changements. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ça m'a surpris quand j'ai vu la nouvelle. Là. Je pensais pas que cette équipe-là allait changer de place. En tout cas, les deux sont quand même relativement à l'est. Mais c'est ça, c'est parce que même il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'équipes canadiennes qui avaient un club école au Canada. Il y avait Montréal, Toronto. Ça s'arrêtait là parce que tu avais Ottawa qui c'était à Binghamton. Tu avais les Canucks, c'était à Utica. C'est que ça aussi, c'est comme dans l'État de New York ou pas loin sur la côte est. Les Oilers, présentement, c'est la seule équipe canadienne que son club école est encore aux États-Unis, c'est Bakersfield. Il y avait les Flames, c'était à Stockton en Californie. Donc là, maintenant, à part les Oilers, tout le monde a leur club école au Canada. Donc là, pour voir, peut-être qu'ils switcheraient avec les Oilers, les Islanders, ça deviendrait Bakersfield. Juste Bakersfield, il me semble que c'est comme dans le sud-ouest américain. Donc, c'est sûr que ça serait loin avec les Islanders. Puis, en tout cas, ça va être à suivre en tant que tel au niveau de ces nouvelles-là. Mais c'est quand même assez surprenant en tant que tel avec les marchés d'habitude. Je ne m'attendais pas nécessairement à voir Hamilton revenir dans la conversation. Alors, on peut passer maintenant au tennis en tant que tel, parce que c'est l'Australian Open. La semaine dernière, on a invité Jérémy pour nous parler. Alors, on disait, ouais, il reste pas beaucoup de Canadiens, il reste Mboko et Denis Shapovalov. Ben, écoutez, il n'en reste plus. Ça n'a pas duré. Ben, Shapovalov, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Il s'est fait comme sortir deuxième tour. Mboko, on peut vraiment plus parler d'une bonne performance de sa part. C'était la première fois qu'elle se rendait à un quatrième tour dans un tournoi, un grand majeur, en tout cas un tournoi majeur. Un grand chelem, ouais, c'est ça le terme que je cherchais, pardon. Puis tu sais, l'adversaire, c'était comme Marina Sabalenka, là, ça va, tu sais, c'était pas une 2 piques sortie de nulle part, là. Puis ce match-là, ça avait vraiment mal commencé. Elle a perdu le premier round 6-1. Complètement, Sabalenka était juste meilleure. Après ça, on pensait que le deuxième set, ça allait être ça aussi, parce que Sabalenka a pris une avance de 4-1. Donc là, on était genre, ça va pas très bien. Mais là, Mboko, elle est vraiment revenue, elle a vraiment très bien joué. Elle a remonté à 5-5, même si je me trompe pas, c'est 6-5, puis après ça 6-6. Puis là, il y a eu le bris d'égalité. Elle a même sauvé des balles de match. Mais finalement, Sabalenka est allée remporter le bris d'égalité. Et juste pour vous dire, c'était le 20e bris d'égalité qu'elle remportait de suite en Grand Chelem, Sabalenka. Juste pour vous dire que dans les moments importants, elle élève son jeu d'un cran. Puis Sabalenka a dit, une chance que j'ai gagné ce manche-là, le bris d'égalité. Mboko jouait vraiment bien.
c'était compliqué. Je sais pas si j'aurais pu gagner le troisième set. Donc vraiment beaucoup, elle a bien tenu tête à la numéro 1 au monde. Et avec ça, je pense qu'elle rentre officiellement dans le top 15. Je pense qu'elle est 13e. Elle va être au prochain classement de l'ATP. WTA, désolé. Donc quand même très très bien pour Mboko qui est encore très très jeune. Donc si elle continue sur cette lancée, puis qui a fait encore des bons résultats. Peut-être que dans une couple d'années, on va parler d'elle comme la meilleure joueuse de tennis féminin de tous les temps. Présentement, c'est probablement Andreescu à cause de sa finale en Grand Chelem, mais elle a été... Puis son grand chelem gagné aussi. ouais, c'est ça, mais là, Elle a gagné un grand chelem. mais là, elle a beaucoup de blessures, donc Ouais. c'est sûr que ça joue dans ça. Puis Mboko, je pense qu'elle a encore 19 ans, 20 ans, donc Pas elle vieille, a encore une très bonne carrière devant elle, puis c'est très le fun à voir. effectivement. Maintenant, on peut passer au niveau du basketball. Rapidement, un petit update, tout simplement. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe dans la NBA? C'est toujours serré au premier rang de la ligue entre les Pistons de Détroit et le Thunder de Oklahoma City. Les Thunder qui sont maintenant rendus à 10 défaites. On est déçus. Je suis très déçu, personnellement. Ça reste toutefois ça reste autant de défaites que les Wizards ont de victoires. Donc, écoute, les Wizards sont 10 et 34, derniers dans l'Est. Je voulais aussi parler des Raptors parce qu'ils sont vraiment troisième de l'Est. Ça va ultra bien. Ils sont sur une séquence de 4 victoires consécutives. Justement, il n'y a pas longtemps, ils ont battu le Thunder avec une marque quand même assez concluante. Ils ont présentement 29 victoires, 19 défaites. Non, ça va très bien. Ils ont plus de victoires que les Celtics en deuxième place. C'est juste qu'ils ont 2 défaites de plus. Donc, c'est ça. Peut-être qu'ils jouent dans la balance également. Dans leurs 10 derniers matchs, ils sont 6 victoires, 4 défaites. Sinon, derrière, les Knicks sont pas très loin. Les Cavaliers aussi. Ça reste quand même assez serré, mais vraiment une très, très bonne saison du côté des Raptors de Toronto. Ça va toujours bien. Puis également, les Spurs de San Antonio, ça va très bien dans l'Ouest aussi. Ils sont 31-15, même fiche que les Nuggets de Denver d'ailleurs. Donc, c'est très, très serré quand même dans l'Ouest aussi. Je vais toujours checker mes Suns qui sont présentement 6e. Donc, ça va bien en tant que tel dans le basketball. Voilà, pas besoin d'en parler plus pour l'instant. La saison est encore longue. Sinon, on connaît toutes les athlètes, la délégation olympique complète du Canada pour les prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina qui arrive, parce que tranquillement, on connaissait par exemple, l'équipe de hockey. Après, tranquillement, il y a d'autres sports qui sont rentrés. Et regarde, il y a Jean Kingsbury, il est arrivé. Hein, pour vrai, je m'attendais pas à le voir. Là, on peut dire que c'est le meilleur de tous les temps dans son sport. Là. Moi, je pense que ça serait pas un gros stretch. Il y a vraiment, son prime, là, c'était fou. J'ouvrais Sport 30, c'était juste ça. Ben, gagner encore, encore une victoire, encore gagner. Ce serait pas un gros stretch de dire que c'est le meilleur de son sport. Je pense pas. Mais en tant que tel, donc ça, je vais peut-être plus en parler longuement la semaine prochaine. Mais juste pour vous dire qu'on a quand même, à part le hockey en tant que tel, on a des athlètes québécois qui reviennent, notamment, je pense, en patinage de vitesse. On a Kim Boutin qui est toujours présente. Également, Valérie Maltais qui est toujours présente aussi. Au niveau du snow, Max Parrott ne sera pas là, malheureusement. Toutefois, Mark McMorris est encore là. Lui qui est triple médaillé de bronze olympique, était là à Sochi, à Pyeongchang et à Beijing. Également, Laurie Blouin qui va être là du côté féminin. Aussi en patinage de vitesse, Laurent Dubreuil va être là aussi. Donc, en tant que tel, on a encore des anciens médaillés qui vont être présents. Aussi, au niveau du ski acrobatique, j'ai vu Cassie Sharp à l'aide de retour aussi, elle qui a déjà été là. Ça, c'est aussi un truc que je voulais parler. On a une athlète qui est connue pour avoir gagné une médaille d'or en cyclisme sur piste, c'est Kelsey Mitchell, qui avait gagné le sprint individuel à Tokyo, qui va être présente cet hiver en bobsleigh. Donc, elle a réussi sa transition olympique quand même très, très bien. Toute une athlète, ça veut dire. Oui, en tant que telle. Puis c'est pas la seule parce que du côté, je me souviens plus, je pense que c'est la délégation italienne. Il va y avoir également une bobeuse, c'est Simona De Silvestro. Peut-être que vous la connaissez pas, mais en gros, elle, c'est une ancienne pilote automobile qui a piloté en IndyCar et en Formule 1. Donc, elle est rendue en bobsleigh aussi. Why not? C'est-tu parce que le bobsleigh, il y a pas assez de monde qui veut l'en faire ou c'est comment? Là? Ben, moi, personnellement, ça m'a toujours attiré, ce sport-là. J'ai toujours trouvé ça hyper stylé. C'est peut-être dû au commentateur de Radio-Canada qui est incroyable aussi. Là. Nils Elivetto, gros big up, il est incroyable. Mais tu sais, en même temps, en tant que tel, si je pense à Kelsey Mitchell, le cyclisme sur piste, c'est un sport qui demande vraiment de développer ses jambes un maximum. Là. Il faut que tu te pousses vraiment fort. C'est des vélos en plus que quand tu démarres, quand tu démarres en tant que tel, tu as comme. Tu pousses un peu, mais c'est dur à pédaler. Tu peux juste pédaler en avant, tu n'as pas de frein. Puis là, le bobsleigh, surtout au début, il faut que tu pousses le bobsleigh, il faut que tu cours, puis après, il faut que tu embarques dedans. Donc, tu sais, puis après, il y a de l'aérodynamique aussi qui joue là-dedans, un peu avec le cyclisme sur piste. Donc, ça peut être logique en même temps.
en tant que tel, mais c'est sûr qu'en même temps, c'est sûr que c'est pas le sport qui va avoir plus de monde. C'est pas le sport que le Canada va nécessairement le mieux financer non plus. Mais en tout cas, en tant que tel. Sinon, je pense à ça, on a des bonnes chances de médailles dans plusieurs sports en tant que tel. Je regarde les résultats qu'on a eus. Sur le patinage de vitesse, bien sûr, également en ski acrobatique. Kingsbury est là, je rappelle. Également, on va avoir curling. Moi, je pense que curling, on a toujours des bonnes chances. Bah oui. Le hockey, on sait. Le hockey féminin, c'est une médaille d'argent minimum. Euh, à moins d'une méchante surprise. Sinon, ski de fond, ça peut être intéressant. Passage artistique, ça peut être très intéressant aussi. Mais comme je vous l'ai dit, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. En tant que tel, rapidement, on va parler au quiz. On va passer un petit peu à F1. La semaine dernière, on s'était parlé des nouvelles livrées qui avaient été dévoilées. Il y avait eu Red Bull, Racing Bulls, Haas, puis Audi qui avaient été dévoilées. Là, maintenant, on a eu depuis Mercedes qui a été dévoilé aussi, Ferrari, Alpine. Puis on a eu des livrets de test également, McLaren qui a été dévoilé, pas la livrée officielle. Rapidement, en tant que tel, au niveau des livrées, Mercedes, moi je sais que je connais des gens qui sont pas ultra fans à cause des bandes grises sur le côté. Ouais, moi Je sais c'est que ça fait aussi c'est ça bizarre un peu. qui me dérange un Ouais, peu, mais c'est ça sûr, hein. reste une belle voiture. Puis qu'est-ce que j'aime, Oui. c'est que, à part Alpine, pas mal tout le monde ont fait des changements, puis ont amené quelque chose de nouveau, puis c'est ça qui est le fun. Là. Il y a une année, tout le monde était en noir quasiment avec du carbone, Ah ouais. puis... Ah Mais là, non, au ça moins, cette c'était année, ça va être le fun. C'est des voitures qui sont belles. Puis pour vrai, à date, il n'y en a aucune que je me suis dit, oh, wesh, c'est bien dégueu. Pour vrai, je suis bien content jusqu'à maintenant délivré l'une. effectivement, ben, la FIA, ils ont comme mis une règle pour qu'il y ait un minimum de la voiture Ouais. qui soit recouverte de peinture. Parce que 2023, c'était une horreur. 2023-2024, là, je me souviens, là, c'était la Kick Sauber au début, là, c'était affreux. Là. La Kick Sauber, l'Alpine en 2024, je ne vais même pas en parler en tant que tel. Donc là, au moins, ils oublient ça. Puis le truc, maintenant, il a commencé des essais à Barcelone en tant que tel. Les premiers essais de pré-saison qui vont durer du 26 au 30 juillet. Aujourd'hui, ça a débuté. Il y a quelques équipes qui n'étaient pas présentes. Il y avait Aston Martin, McLaren, Ferrari qui n'étaient pas là. Il y avait Alpine, non, Alpine était là. Puis il y avait une autre équipe, me semble, qui n'était pas là. Ben, Williams. Puis justement, il faut en parler de Williams parce que ça va vraiment pas bien. L'équipe, on sait, ça fait plusieurs années qu'ils se concentrent à 2026. Ils sont all-in 2026. Là. All-in, all-in, all-in. Puis Ben, là, on est en train d'apprendre. Tu sais, comme par exemple, Ferrari et McLaren, ils vont manquer, genre, aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Moi, demain, je pense qu'ils vont être là. Williams, ils vont manquer tous les tests, tous les 5 jours de tests à Barcelone. C'est quand même 5 jours que tu manques, là. C'est gros, gros, là. Puis, en tant que tel, on a appris aussi que la voiture serait potentiellement 20 à 30 kilos au-dessus du poids minimum. Donc, 20 à 30 kilos trop lourde. Elle a échoué plusieurs fois le crash test. Ça va pas bien, là. non, mais quand En on tant que dit tel. qu'il se focusait vraiment sur cette voiture-là, c'est qu'il y a quelques années, le dirigeant il avait dit on s'en fout de 2023, on s'en fout de 2024, on s'en fout de 2025, on se concentre sur 2026. Puis Mm. t'es pas prêt? C'est comme. Tu Non, faisais c'est quoi, non genre? pour... Tu faisais quoi? Tu Ben, est-ce que faisais j'ai quoi? vu, dans les designers, il y a ceux-là de l'Alpine de 2024. Ça peut expliquer des choses. L'Alpine de 2024, on s'en souvient comment ça allait pas bien au début. Ben, Ça avait progressé 2025 aussi. après. Ouais. Non, en gros, l'Alpine de 2024, ça allait pas bien au début, ça allait mieux à la fin. L'Alpine 2025, ça allait bien au début, correct, puis c'était dégueu à la fin. C'était ça le truc. Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. On rappelle qu'on va faire une tier list de toutes les livrées quand ils vont être dévoilés. Fait que sinon, c'est pas mal tout du côté actualité. C'était pas nécessairement une grosse semaine. En même temps, on a enregistré un petit peu plus tard que d'habitude, ben, un petit peu plus tôt que d'habitude par rapport aux 2 dernières semaines. Mais en tant que tel, voilà, c'est tout. Maintenant, on peut passer au petit quiz. Donc, depuis qu'on a parlé de la classique hivernale qui arrive en 2027, j'ai préparé à PO un quiz de 10 questions sur les matchs extérieurs de la LNH. Toi, PO, au début, je voulais te faire un quiz en gros. Il fallait que tu me nommes toutes les équipes qui participaient, les deux, pas nécessairement les vainqueurs, plutôt de 2027 jusqu'aux premières. Mais tu m'as dit que je vais en avoir 3 max. Fait que j'ai décidé de Ben, je changer sais un même pas, peu. je me souviens même pas c'est qui en 2024, donc je sais que cette année c'était Rangers Panthers, ça je m'en souviens, mais à part Ouais. ça, j'en ai Ok, aucune c'est bon. idée. Donc, on va voir. Donc là, on mixe tous les types de matchs extérieurs parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Donc, on va commencer. Ma première question, quel était le premier match extérieur officiel de l'histoire de la LNH? Parce qu'en gros, il y en a déjà eu avant des matchs extérieurs, mais qui n'étaient pas officiels. Genre, c'était des matchs pré-saison. Est-ce que Premier le match premier, je peux te poser une question, est-ce que c'était une Oui. classique hivernale? Non. Ah ben, je suis dans la merde. Parce OK. que je sais que la première classique hivernale, il y avait Buffalo, Ça va, mais, ça va bien. mais le premier match, je vais Non. dire Chicago Blue. Non.
En gros, le premier match extérieur, c'était en novembre ou en décembre 2003, du côté Ok, du c'était vraiment Commonwealth avant les Stadium. classiques hivernales. Là. Ouais, c'était du côté du Commonwealth Stadium à Edmonton. C'est un match Oilers-Canadien. C'est ce match-là que on Ah se ouais, souvient des images de José Théodore avec sa tuque. ouais, Ça ouais, vient de ce j'étais match-là. proche. Oui, les Canadiens qui l'avaient emporté 4-3. Donc, Ah, mais en j'aurais tant que dû y tel, c'est ça. penser si j'avais su la date. Parce que Théodore 2003, ça fait avec les années avec les Canadiens, là-dessus Et que ouais, ça. peut-être, ok. Au pire, je te donnerai des indices. Non, Donc, non, ok, non, 0 en là, 1. pas d'indice, je vais avoir Mais du bon. tu peux te reprendre. Tu peux Non, te non, je reprendre. niaisais, je vais avoir Ok. toutes les autres questions bonnes. Là. Ok. La deuxième question, là, normalement, tu devrais l'avoir. En quelle année s'est tenue la première classique hivernale? C'est pas genre 2008? Bonne Ah, réponse! En let's go! 2008, le 1er janvier 2008, tu me dis Buffalo. Est-ce que tu peux me dire c'était qui l'équipe qui affrontait? Les Blues! Non. Pourquoi je donne tout le temps les Blues? Chicago! Non. Les Rangers! Non. Les Pingouins! Oui! Les Pingouins. Ah! C'est-tu là avec Euh, Crosby, le pingouin avec le foulard, là, je sais pas trop. Là. non, ça, c'était elle de Ah. 2011. Elle de 2008. Ben, c'est un Je chandail savais, bleu. je niaisais. Bleu foot aussi. Les Penguins qui l'ont emporté 2-1 en tir de barrage et avaient neigé pendant ce match-là. C'est quand même assez impressionnant. Donc, 1 en 2, ça va. On va le Ça compter va, le ça 1 va, en ça va, 2 ça va. là-dessus. Troisième question. En incluant la saison 2026-2027, parce qu'on sait que les Canadiens vont participer à la classique héritage l'année prochaine contre les Jets, combien de matchs extérieurs les Canadiens ont-ils participé dans leur histoire? Donc, il y a lui qui vont participer. Ouais, lui, je le compte. Il y a lui contre Boston, où que c'était Oui, Mike Condon le gardien, puis que Byron a fait 2 buts. ouais, Il y a lui qui t'a dit avec José Théodore. oui. Puis je vais dire un autre, donc 4. 4. T'étais pas loin, la réponse c'est 5. Ah! En gros, il y a eu la classique héritage de 2003 contre les Oilers qui ont gagné 4-3. Il y a eu la classique héritage de 2011 au stade Ok. des Stampeders contre les Flames qui avaient blanchi les Canadiens Je 4-0. me souviens pas du tout de ce Euh, match-là. également, il y avait eu la classique hivernale de 2016 à Foxborough, que les Puis Canadiens l'ont il y remporté avait pas eu 5-1 aussi 2017 qu'on avait. contre les Bruins. Après, il y avait eu la classique NHL 100 en 2017 Ouais, c'est qui ça. célébrait en gros le centième anniversaire du premier match LNH canadien-sénateur. C'était un affrontement canadien-sénateur, les sénateurs qui avaient emporté 3-0. Puis maintenant, il y a le classique héritage de 2026 qui s'en vient du côté de Winnipeg, parce que les Canadiens vont affronter les Jets. Celle de Donc 2013, voilà. j'avais aucune idée, ça. Non. De 2011, ça? Ouais, 2011, ben cette année-là. Là. Ouais, j'avoue que c'est pas. Ben, tu sais, ils ont été blanchis 4-0. C'était comme. Ça fait longtemps. Puis C'était. En tout contre les. cas. T'as dit les Flames qu'on a Ouais, affronté? c'est les Flames. C'est comme pas Ouais. vraiment une grande rivalité qu'on a avec eux. Ouais. C'est pas. Et les chandails des Canadiens, parce que d'habitude, les matchs extérieurs, ce qu'on se souvient, c'est peut-être les designs de chandails. Lui, tu checkeras, lui, des classiques héritages des Canadiens en 2011, il était pareil. Genre, les numéros étaient plus bleus. C'est littéralement tout Ah! ça, les changements. C'était un chandail plein avec des numéros plus bleus. C'est pour le dire comment il n'y avait pas de changement. Donc, voilà. Ah, OK. Quatrième question. Combien d'équipes actives n'ont pas participé à un match extérieur? Ok, je vais calculer. Ok, mais est-ce que tu comptes Utah? Euh... Parce qu'ils vont participer, mais ils n'ont pas participé encore. Moi, en gros, quand j'ai fait la question, j'ai pensé. Moi, j'ai pris en compte les matchs de l'année prochaine aussi. Ok, ok. Donc Utah, Avec ils les vont. Canadiens. Utah participe, Kraken ils ont participé, Vegas ont participé. Là, je l'ai fait dans un ordre par rapport, je vais pas me souvenir de. Je sais que Edmonton a participé. Je sais que les Flames ont participé, les Jets ont participé, Ottawa a participé, Toronto, Montréal. Putain. Je vais y aller avec 6. 6 équipes qui n'ont pas participé à un match extérieur. C'est pas une bonne réponse. La réponse, c'est si on compte les matchs de l'année prochaine, c'est 0. Toutes les équipes ont fait un match à l'extérieur. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait leur premier match à l'extérieur récemment. Mais genre Par contre, par exemple, Le Wild, j'ai aucun souvenir d'un match. le Wild ont fait une série des stades et une classique hivernale. Ah, Il y en a deux. Là, en gros, les Blue Jackets, leur premier match, ils l'ont joué l'année passée. C'était la ok. série des stades contre Détroit. Les Panthers, cette année, la classique hivernale, c'est leur premier match à l'extérieur aussi. Donc, tu sais, c'était. Puis il y a d'autres équipes qui se sont rajoutées. Vegas, c'était en 2024, tu sais, ça fait pas tant longtemps non plus. Seattle aussi, au même moment. Donc, tu sais, il y a plein d'équipes qui ça fait pas tant longtemps. Mais non, techniquement, si tu comptes le Mammouth, il y en a 0 qui ont fait un qui ont pas fait de match extérieur. Ça va bien, je suis bon dans le quiz. 1 en 4, 1 en 4, c'est bon. Tu peux encore avoir le 60%.
OK. La prochaine question, combien de types de matchs extérieurs ont existé dans l'histoire de la LNH? Parce qu'en gros, on sait, il y a les classiques hivernales, il y a les classiques héritage, il y a la série des stades. Mais en gros, il y a combien de types de matchs extérieurs différents qui ont eu lieu? Ben, série des stades, classique héritage, classique hivernal, Ouais. euh, puis deux autres, il y en a cinq. 5. Ça, je pourrais t'en donner. Parce qu'en gros, t'as nommé série des stades, classique héritage, classique hivernal. Il y a eu les NHL Outdoors at Lake Tahoe. C'était les deux matchs extérieurs en 2021 lors de la saison COVID. Puis le truc, c'est que il y a eu la classique du centenaire et il y a eu la classique NHL 100. Ben, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, tellement, c'est deux matchs différents, mais en même temps, les deux, c'est pour célébrer le centenaire de la Ouais, ouais. LNH. Donc, je te le donnerai. Moi, je comptais les Je te deux le donnerai. ensemble, là. Ok, c'est bon. Tu savais? Ouais, je savais exactement, ouais. C'est bon. C'est bon. Donc, en gros, NHL Outdoors à Lake Tahoe, il y avait eu deux matchs, c'était Vegas, Colorado et Boston-Philadelphie. La classique du centenaire, c'était Toronto-Détroit et la classique NHL 100, c'était Montréal-Ottawa. On en a parlé tantôt. OK. Donc, sixième question. Combien de matchs extérieurs se sont terminés avec un blanchissage? Ben, le Canadien s'est fait blanchir. Deux fois. Je sais que le Kraken a blanchi Golden Knights. Oui. Je vais dire 9. 9. Non. 7. 7. C'est encore un petit peu trop. La réponse, c'est 5. En gros, il y a eu le premier match qui s'est conclu avec un blanchissage. C'est la classique héritage de 2011 entre Montréal et Calgary. Après, il y a eu la série des stades 2014 entre les Kings et les Ducks. Les Ducks qui avaient blanchi les Kings 3-0. Après, il y a eu la classique héritage de 2016 où les Oilers avaient blanchi les Jets 3-0. Après, il y a eu la classique NHL 100 puisque les Sénateurs avaient blanchi les Canadiens 3-0, donc on était à 4. Et Puis le finalement, Kraken. le dernier, c'est le Kraken qui avait blanchi les Golden Knights 3-0 lors de la classique hivernale de 2024. Donc t'étais à 2. Non, je savais pas tout. J'avoue, cette question-là était dure. Personnellement, tu me l'aurais posée, là je l'ai checké tantôt, je l'aurais pas eu non plus. OK, septième question. Quelle est l'équipe avec le plus de matchs extérieurs? Les Blues. Non, Les Pingouins. non, Les Canadiens. non, Les Bruins. non, Les Red Wings. Les non. Rangers. Les Rangers sont deuxième, mais non. Les Flyers. Non. Les Je Maple vais donner Leafs. un indice, c'est une équipe dans l'Ouest. Les Jets. Non, Les Flames. non, Les Oilers. non, Les Sharks. non, L'Avalanche. non. Chicago. Oui! Je le savais, je te trollais. Bon, j'ai eu un point. Let's go. En gros, Chicago. Chicago, le truc qui est un peu abusé, c'est qu'ils en ont eu pendant plusieurs. Il y en a eu 4 années consécutives, ils ont joué un match extérieur, c'est n'importe quoi. Ils ont eu la classique hivernale de 2009 contre les Red Wings. Ils ont eu la série des stades 2014 contre les Penguins. La classique hivernale 2015 contre les Capitals. La série des stades 2016 contre le Wild. La classique hivernale 2017 contre les Blues. La classique hivernale 2019 contre les Bruins. Et la classique hivernale 2024-2025, parce qu'elle s'est jouée le 31 décembre contre les Blues. Encore. Voilà. Puis le truc qui est à noter avec les Blackhawks, c'est qu'ils ont 7 matchs à l'extérieur, mais ils ont une victoire en 7 matchs. Et c'était contre les Penguins. Ouais, je Donc, pense ils ont perdu que c'est pas leur force, le match extérieur. Non, effectivement. Prochaine question. Quelle est la fiche des Canadiens en match extérieur? Là, bien sûr, on compte pas le match de l'année prochaine, puisqu'il n'y a pas eu lieu. Donc, compte-en qu'il y en a eu 4. Tout le monde en a parlé, là. Fuck, je me souviens plus du premier match. Ils sont 1-3. Non, ils sont 2-2. Ouais, je me souviens plus Ils du sont premier 2-2. match. Ils avaient gagné contre les Oilers, contre les Bruins, ils ont perdu contre les Flames et contre les Sénateurs. Voilà. Prochaine question. La classique hivernale 2017 entre les Blues et les Blackhawks s'est tenue un 2 janvier au lieu du 1er. Ça, c'est pas parce que la LNH avait troll avec son schedule comme dans les dernières années. Pourquoi ça s'est joué un 2 janvier? T'as l'air de savoir, c'est le fun. Aucune idée.
Non, 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 je troll, je le sais, je le sais. Tu sais? Parce que il y avait eu euh, j'ai aucune idée. Parce Ok. qu'il y a eu un attentat le 1er janvier, non? Non. Parce qu'il Non. y a eu un ouragan, une Non. avalanche, il y a eu C'est pas- parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, la patinoire Non. était pas prête. Non. Ah bon, ben, je sais pas, là. Je- En gros, la raison, c'est parce que le 1er janvier, c'était la classique du centenaire entre les Maple Leafs et les Red Wings. C'est pour ça. Vraiment une réponse de merde, en fait. En gros, c'est ça, c'est qu'ils ont comme joué 2 matchs à l'extérieur back-to-back. Ils ont eu la classique du centenaire, les Maple Leafs avaient gagné 5-4 en prolongation. Puis le lendemain, ils ont fait la classique hivernale à Chicago-Saint-Louis, que Saint-Louis avait gagné 4-1. Voilà. Puis dernière question. Qu'est-ce qui caractérise l'affrontement de la classique héritage 2014 entre les Canucks et les Sénateurs? Ben, que Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec tout le monde le s'en quoi? fout vu que c'est les Canucks et les Sénateurs. Oui, mais c'est pas ça la réponse. Euh, les deux équipes étaient en blanc. Non. Les deux équipes ont perdu. Les deux équipes ont perdu. Le match n'est pas terminé. Non. Ça a été un blowout 8-0. Non. Je vais te donner un petit indice. Ça n'a pas été joué ni à Vancouver ni à Ottawa. Non, c'est pas ça non plus. Je vais te donner un petit indice. Ça va contre l'esprit d'une classique hivernale. C'était à l'intérieur. Effectivement, c'est parce qu'en gros, ils mouillaient, donc ils ont fermé le toit du stade. Tout simplement. Mais what? Oui, oui. Ben ça sert à rien. C'était Ben juste écoute, un ils ont match fermé- normal ou... Ils ont fermé le toit du stade pour les Panthers et les Rangers. Non mais ça c'était... Parle-moi ça même pas. Ça n'a pas rapport. Mais ouais, donc en gros, ils mouillaient. C'était au BC Place en Colombie-Britannique. Donc, les Sénateurs qui avaient gagné 4-2 ce match-là, qui est d'ailleurs le seul match extérieur des Canucks dans leur histoire. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est un match extérieur qui n'a pas Donc été joué j'ai techniquement à 2 bonnes l'extérieur. réponses. Sur 10? Ben, techniquement, tu sais, je t'ai donné un indice, tu l'as eu. On dit, ben, c'était joué pas à l'extérieur. Ah ok ouais, j'ai 7 sur 10. C'est bon, c'est bon. On va dire 3. On va dire 2,5 là. On va dire 2,5, ouais. Même pas, parce que l'autre, j'ai eu le point, mais c'est parce que j'ai nommé 8 équipes. Là. Le temps, le temps. Non, mais t'as eu la deuxième question. T'as eu 2 minutes la classique hivernale. Ben, c'est tout. Puis, non, t'en as eu une autre. T'as eu euh, le type de match extérieur. Parce que techniquement, je te l'ai donné parce qu'il y avait 2 matchs Ah différents. oui, donc j'ai 4 en fait. Trop facile. Ouais, donc, en tout cas, peut-être que c'était un peu trop dur comme sujet. Là, Non, c'est juste moi qui. Les matchs extérieurs, pour vrai, je trouve qu'il y en a trop, donc c'est les rend Ouais. plus uniques. Donc c'est comme. Pour moi, c'est Non, plus je suis d'accord. tant. Comme le Non, je match suis d'accord. classique Vernal cette année, je l'ai pas écouté là. Tu me mets ça en Non, parce- Floride. Ben non, mais tu sais, il y avait ça, que c'était pas le 1er janvier, c'était pas le seul match dans la LNH, puis quart de finale championnat du monde junior. Genre, faut que tu mettes deux équipes qui ça y est. Genre Panthers Rangers. Ils ont pas de rivalité là. Puis aussi, l'année passée, la saison passée, c'était un 31 décembre. Ça fait comme. Puis il y a un truc que la LNH n'a pas l'air d'avoir remarqué, mais c'est parce que ça fait 2 ans que c'est pas le 1er janvier, ça fait 2 ans que les audiences télé, c'est moins d'1 million. Donc, Tu mets ça le 1er c'est pas 1 million pour janvier, regarder le match. tu mets ça à un endroit où il fait froid, entre deux équipes qui s'aiment pas, genre à New York entre les Rangers puis les Islanders, à Toronto entre les Canadiens puis Toronto, des trucs de même. Le 1er Un janvier, match c'est extérieur à Toronto serait le temps. puis Ça, ça tu peux regarder serait, ça. ça serait le seul match de la soirée. Tu mets ça au prime time de l'heure. Tout le monde l'écoute. Ça, c'est des matchs qu'on va se souvenir. C'est plein. Un 2 janvier, deux équipes qui s'aiment pas. Panthers, Rangers en Floride. Genre, what the fuck? Effectivement. Donc, c'est la LNH qui font leur. Puis, tu sais, l'année prochaine, tu sais, Utah-Colorado, c'est pas la rivalité de l'année, on va Non. dire. Le jeu Utah, ils ont de rivalité avec personne. Ben, ils viennent d'arriver. Puis, oui, il y avait une rivalité. Ben, une rivalité. C'est juste parce que moi, j'aimais bien que les Coyotes, quand ils jouaient contre Colorado, on dirait qu'ils leur donnaient toujours un petit peu de misère, mais
C'est ça, c'était les Coyotes, c'était pas Utah. Voilà, donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine, un peu plus court que d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, je vais faire vraiment un tour de toute la délégation canadienne au complet. On va voir c'est qui les plus grandes chances de médaille dans chaque discipline sportive, les plus grands résultats, à quoi on pourrait s'attendre. Je vous le dis tout de suite, ça se pourrait très bien que je dise que l'équipe féminine de hockey va avoir une médaille. Je vous préviens, ça se pourrait. En tout cas, Ah si... ouais, tu vas te écoute, mouiller, là. Tu vas te mouiller comme ça, là. ouais, je vais te mouiller. Même, je vais faire un encore plus gros guess. Si, dans un scénario catastrophique, le Canada a juste une médaille dans ces Jeux olympiques-là, là, ça va être en hockey féminin. C'est sûr. Oui. Mais il va y avoir plus qu'une médaille, normalement. Le Ben, Canada j'espère, là. Ouais, ils ont intérêt. Sinon, je Déjà, crash out, là. Les JO d'été, on est capable d'en avoir une vingtaine. Je vois pas comment on sera pas capable d'avoir au moins une vingtaine de JO Ben, d'hiver. même plus, là. D'habitude, on est top 5, me semble, l'hiver. On est souvent même top 3 plus de médailles. Jusqu'à les dernières fois, on se souvient, les Jeux de Beijing, je sais pas si t'en souviens, PO, mais c'était les Jeux de la médaille de bronze. Bon, on avait beaucoup de bronze. Ben, en gros, le Canada a eu 4 médailles d'or. Dans toutes les... Il n'y en avait pas eu tant, là. Il y avait beaucoup d'argent et de bronze, mais il n'y avait pas eu tant de médailles d'or. Toi, t'aimes-tu mieux, genre, 10 médailles, toutes d'or, ou genre, 37 médailles, mais bronze, argent, genre? Ben, moi, personnellement, je préfère avoir beaucoup de médailles. Tu sais, pas tant de médailles d'or, m'en fous, là. Tout le temps qu'il y a eu des médailles, là. Puis, tu sais, sincèrement, là, un athlète olympique, là, il ramène une médaille, là. Peu importe c'est à quelle couleur, il va être content, là, je pense. Mais c'est sûr que C'est l'or, c'est autant. encore mieux, là. Ouais, tu sais, genre Félix, là. Félix Auger-Aliassime, là. Ok, oui, techniquement, il a perdu en finale de médaille de bronze en tournoi simple, mais il a gagné le bronze en double mix, Il est là. médaille Il se olympique. dit, j'ai une médaille olympique. C'est stylé. C'est que moi, personnellement, peu importe la couleur de médaille que c'est, sa médaille de participation, ok, ça c'est plate, là. Yeah, j'ai fini 38e. Aussi, ce qui va être à noter au niveau du Pop C, c'est que l'équipe jamaïcaine qui s'est à nouveau qualifiée, très hâte de voir ça. Donc, c'est tout pour ce qui est de l'épisode de cette semaine. Comme je disais, la semaine prochaine, on va aller du côté des Jeux Olympiques. La LNH, je suppose qu'il ne va pas rester gros match. Ici, Et je pense que les Canadiens, il en reste 3. Non, peut-être 5, je sais plus trop, mais il en reste pas beaucoup. Puis dans les semaines d'après, il va y avoir une grosse pause du côté LNH, Ouais. donc ça sera plus un sujet qu'on va parler, parce qu'en plus, je pense qu'il va y avoir un freeze des transactions, donc il n'y aura pas non plus de transactions de ce côté-là. Donc ça va être dans les dernières semaines avant une petite pause pour la LNH. Ben, si je me souviens bien, le tournoi masculin olympique, il commence le 11 février. Donc, mais c'est pareil, le temps que les joueurs ils vont arriver aussi, là, du côté de Milan. C'est sûr que c'est pas à côté, là. Mais ils vont arriver en avion éventuellement. Donc, sinon, la F1, on va probablement avoir la plupart des livrets qui vont être sortis d'ici là. Il va peut-être en manquer quelques-unes, je pense, avec la McLaren notamment. Mais sinon, pareil, on va peut-être avoir des petits trucs à dire sur les essais de pré-saison à Barcelone en tant que tel, même si c'est pas les essais officiels. Sinon, au football, on va faire notre prédiction pour le Super Bowl. Aussi, on va parler des prédictions de chacun. On va peut-être faire un retour. Moi, je pense qu'on pourrait faire un retour sur la saison des deux équipes. En tant que tel, parler de ce qui s'est bien passé pour les Patriots, pour les Seahawks, ce qui pourrait être amélioré pour le dernier match en tant que tel. Puis sinon, ben, on va essayer de trouver d'autres sujets. Puis j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va être de retour la semaine prochaine.